Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une légende si profondément ancrée dans les brumes du temps qu'il est devenu impossible de démêler le vrai du faux, l'histoire du mythe, le réel de l'imaginaire. Nous allons effectivement parler de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, ainsi que du royaume perdu de Camelot. La légende fait naître Arthur en Cornouailles. Fils d'Uther Pendragon, roi des Bretons, le jeune homme succède très tôt à son père, en se faisant couronner à Caerleon, au pays de Galles actuel, ou à Winchester, en Angleterre actuelle. Ce bref récit de ses débuts remonte approximativement au VIe siècle de notre ère, mais il en existe des versions plus récentes et riches en détails. Certaines affirment notamment qu'il naquit à Tintagel, sur la côte nord de la Cornouaille, où se dressent aujourd'hui les ruines spectaculaires d'un château fort du XIIIe siècle, partiellement effondré dans la mer. Celui-ci fut érigé sur le site d'une ancienne colonie romaine, établie sur les côtes de Grande-Bretagne pour exploiter les mines d'étain, très recherchées à l'époque pour la métallurgie du bronze. Lorsque Rome se retira, le peuple celte des Dumnonii, provenant du mot celte dubno et signifiant « habitant des vallées profondes », reprit ses droits sur cette terre. Alors, les rois de la Domnonée britannique, ou Domnonée, par opposition à la Domnonée armoricaine ou continentale, s'y firent construire une résidence d'été. Il est donc tout à fait plausible qu'Arthur y ait vu le jour, comme le prétend la légende. Au pied des falaises de Tintagel se trouve une grotte qui porte aujourd'hui le nom de Merlin, et à l'entrée de laquelle une légende affirme qu'Arthur enfant fut déposé par les vagues au pied de l'enchanteur. Il est vrai que la naissance d'Arthur n'eut rien de légitime, puisqu'il était le fruit des amours du roi Uther Pendragon et d'Igerne, l'épouse du duc de Cornouailles. Cependant, pour sauver l'honneur de la dame, il est dit que Merlin aurait usé d'un sortilège, donnant au roi l'apparence du duc. Ainsi trompée, la mère d'Arthur ne fut pas accusée d'adultère. Les années passèrent et Arthur devint un beau et puissant jeune homme, doté d'une force prodigieuse, et l'épée magique qui l'emportait au combat, nommée Excalibur, était à la mesure de sa puissance. Selon les légendes, elle lui aurait été confiée par la Dame du Lac, ou directement arrachée de la main d'Arthur au roc dont elle était prisonnière, là où avaient échoué les uns après les autres les chevaliers les plus aguerris. Arthur devint comme son père avant lui, un combattant redouté, et remporta maintes victoires sur l'envahisseur saxon. Si certains de ces hauts faits furent attribués à la force magique d'Excalibur, sa sagesse et sa connaissance des sciences occultes étaient dues uniquement à l'enseignement patient du plus grand mage de tous les temps, Merlin l'Enchanteur. Le prince épousa la jeune et blonde Guenièvre, fille du roi de Carmélide, Léodagan. D'ailleurs, certaines versions de la légende arthurienne font de la table ronde que Merlin avait créée en premier lieu pour Uther Pendragon un cadeau de mariage offert par Léodagan. Elle devint le symbole du royaume utopique de Camelot, où le souverain siégeait au milieu de ses plus fidèles chevaliers, tous aspirant à mener une vie vertueuse et humble, vouée au service des plus faibles. La légende d'Arthur est également associée à un calice sacré, au pouvoir fabuleux lié à l'origine à la grande déesse des Celtes. Dans ses diverses incarnations, ce vase symbolisa tour à tour la corne d'abondance, l'accès à la jeunesse éternelle, puis la plus haute réalisation spirituelle. Il fut par la suite assimilé au Saint Graal, la coupe dont le Christ se servit lors de la scène, dernier repas qu'il prit avec ses apôtres. Le Graal était considéré comme un objet trop sacré pour être contemplé par la société corrompue des humains, et seuls ceux dotés d'un cœur pur, tel le chevalier Lancelot, avaient le droit de poser leurs yeux sur lui. Victime de la magie et de querelles intestines, cet âge d'or s'éteignit avec la mort d'Arthur. Une prophétie voulait que le roi mourût de la main d'un enfant, né le premier jour de mai. Ce fut le cas du fils de Morgause, sœur de la fée Morgane et demi-sœur d'Arthur, nommée Mordré, et dont le cœur était empli de haine et de tromperie. Morgause avait épousé le roi Lot d'Orkney, mais d'autres versions de la légende lui prêtent une relation incestueuse avec son demi-frère Arthur. Enfin, certaines versions affirment que Mordré brûlait de désir pour Guenièvre, et qu'il haïssait pour cela son oncle vieillissant. En fin de compte, quelle que fût la raison de son ressentiment, Mordré fut un personnage résolument sinistre et destiné à semer le chaos.
La prophétie s'accomplit, puisqu'Arthur reçut de la main de Mordred une blessure fatale lors de la bataille de Camlan, qui aurait eu lieu entre le 6e et le 7e siècle de notre ère, sur les plaines de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Certaines versions disent que le roi tua son agresseur sur le champ de bataille. D'autres laissèrent Mordred en vie, libre de continuer ses méfaits. Dans la version la plus répandue, Arthur, à bout de force, rendit son épée à la Dame du Lac, puis fut transporté par ses fidèles chevaliers sur l'île d'Avalon, où il fut inhumé dans la grande abbaye de Glastonbury, vers l'an 642, faisant de ce lieu le plus saint de toute l'Angleterre. La plupart des éléments de nature à prouver l'existence du royaume de Camelot sont situés dans les environs de Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre. En plus de la toponymie locale et d'une forte tradition orale, on aurait découvert la dépouille d'Arthur et de ses compagnons au sein de l'abbaye de Glastonbury. En effet, au cours des travaux de reconstruction de cette dernière, détruite par les flammes en 1184, on trouva une tombe contenant les dépouilles d'Arthur et de Guenièvre, à l'endroit où une ancienne ballade galloise ainsi qu'une prophétie faite au roi de l'époque, Henri II Plantagenet, fixait la dernière demeure du héros. En fait, on trouva à 2 mètres de profondeur, sous une dalle de pierre, une croix de plomb, portant l'inscription « Hic jacet sepultus, inclitus rex Arthurius, in insula Avalonia », que l'on peut traduire par « Ici gît le renommé roi Arthur dans l'île d'Avalon », tandis que 3 mètres plus bas fut trouvée une cavité contenant les restes d'un homme de grande taille, dont le crâne portait plusieurs traces de blessures, les premières ayant cicatrisé, mais la dernière, énorme, s'imposait comme étant la cause du décès. À son côté gisait la dépouille d'une femme, dont les tresses dorées tombèrent en poussière quand on les toucha, et accompagnée de l'inscription « Guinevere ». Tel est du moins le récit livré par les moines de l'abbaye. Par la suite, les ossements furent placés dans un mausolée disparu, dont l'emplacement est encore visible devant le maître-autel. La croix quant à elle ne fut pas inhumée, et William Camden, antiquaire anglais, directeur de l'école de Westminster et roi d'armes de Clarence du XVIe au XVIIe siècle, en publia une reproduction dans son ouvrage Britannia, en 1607. On le retrouva plus tard, au XVIIIe siècle, dans la cathédrale de Wells, mais sa trace a depuis été perdue. Quant à l'emplacement de Camelot, il pourrait bien coïncider avec le château de South Cadbury, antérieur à la conquête romaine et situé sur un tertre, à une vingtaine de kilomètres de Glastonbury. En fait de château, c'était sans doute un simple fort, comme il seyait au roitelet de l'époque, et plus probablement encore un cantonnement. La bataille de Camlan fut située à de nombreux endroits, bien que la Cam, rivière du Somerset, constitue une piste particulièrement plausible. Quant aux chevaliers d'Arthur, qui survécurent à ces terribles combats, la version la plus communément admise est qu'après avoir porté leur roi en terre, ils installèrent un campement à Glastonbury Tor, à l'ancien et très sacré puits du Calice. La source alimentant ce puits est mentionnée dans le Haut Livre du Graal, écrit au XIIIe siècle, ainsi que dans La mort d'Arthur de Sir Thomas Malory, et rédigé en 1485. La légende veut qu'Arthur ne soit pas mort, mais qu'il dorme dans une grotte pour l'éternité, ou du moins jusqu'aux heures les plus sombres de l'Angleterre, qui le verront revenir pour servir son pays. La légende du roi Arthur est donc un élément constitutif de l'âme anglaise. Son nom est célébré à travers une multitude de toponymes jusqu'en Écosse. Peut-être que le royaume de Camelot exista lorsque l'humanité vivait encore de vertu et qu'un roi aussi bon que preux faisait régner la justice et la fraternité. Peut-être y eut-il vraiment des guerriers à l'âme chevaleresque, une table ronde et une gente dame répondant au nom de Guenièvre. Et s'ils n'existèrent pas, c'est un tort, car jamais l'humanité n'approcha l'utopie de si près. Une utopie qui, comme toutes les autres, fut immolée sur l'autel des faiblesses humaines, de l'avidité et de la haine. Voilà, chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que cette découverte ou redécouverte du royaume de Camelot aura su vous donner l'envie de combattre les injustices de ce monde et vous donner l'énergie de vous lever pour faire de ce monde un meilleur lieu de vie. Je vous quitte à présent. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.